Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un aventurier qui navigue entre compétition, engagement et transmission. Vice-président du Yacht Club de Monaco, il vient d'offrir à la Principauté une victoire historique en remportant l'Admiral's Cup pour sa toute première participation. Sportif, compétiteur, il a la mer comme passion, comme héritage. Bonjour, Pierre Casiraghi. Bonjour. Pierre, je me disais, quand on participe comme ça à une course qui a été interrompue longtemps, parce que l'Admiral's Cup a été interrompue longtemps, et qui est un peu... Est-ce que c'est vrai que c'est la Coupe Davis de la voile ou pas ? Je pense que dans son format, en fait, c'est unique. Donc c'est aussi pour ça que cette coupe a quelque chose de vraiment prestigieux. Bon, évidemment aussi les participants qui l'ont gagné, la difficulté pour gagner cette compétition et les personnes qui l'ont gagnée par le passé font qu'elle est très prestigieuse. Ouais. En tout cas, elle a une grosse réputation. C'est-à-dire qu'on dit toujours que ceux qui gagnent l'Admiral's Cup, ce sont des vrais. En fait, je pense que une compétition, elle est aussi, elle a son prestige aussi au vu des compétiteurs qu'il y a. Ouais. Et par le passé, il faut imaginer que l'Admiral's Cup, en Nouvelle-Zélande ou en Australie, ils préparaient des championnats pendant 1 an avant pour savoir quel était l'équipage et les bateaux qui allaient participer à l'Admiral's Cup. Donc ça a contribué évidemment à son prestige. Et puis tous les plus grands de la voile par le passé, quand je regardais les noms sur la coupe, voilà, c'est incroyable de lire ces noms-là pour moi. Alors c'est des noms qui sont connus dans le monde de la voile et peut-être pas à l'extérieur, mais voilà, c'est assez incroyable. Quand j'ai vu la coupe pour la première fois à la conférence de presse, je me suis approché. Alors dans la voile, on touche jamais les coupes avant. C'est vrai ? Ah non, il faut jamais toucher une coupe avant de. C'est un monde de superstitieux la voile. Ah, c'est un monde de superstitieux. Et puis il y en a tellement de différentes. Moi, je suis pas de nature superstitieuse. Et puis, alors tout le monde, tous les différents pays, tous les différents marins ont leurs petites superstitions. Là, il y en avait un qui... il y en a un moment, il y a quelqu'un qui a sifflé sur le bateau. Il a dit surtout pas siffler, ça porte malheur. Enfin bon, donc je m'y perds parfois. Mais en tout cas, je m'en tiens à une. C'est que je touche pas la coupe. Par contre, je suis allé la regarder de très près. Et j'ai regardé un petit peu les noms, même si je savais, mais voilà, les voir en vrai et me dire que je me retrouvais... là, voilà, c'était un honneur aussi. Et elle représente beaucoup de choses et puis le format en fait de cette compétition est unique au monde parce que déjà ça dure longtemps. On est en mer pendant 2 semaines. On va faire des courses côtières, des courses courtes plusieurs fois dans la journée. Et puis on termine par le Fastnet qui est une course vraiment mythique. Vraiment mythique, voilà. Ouais. Est-ce que on se prépare pour une course pareille ? Ah oui, c'est obligé. Alors par exemple, nous on a commencé le projet en juillet l'année dernière. En novembre, le bateau est arrivé. On a trouvé un bateau à San Diego, aux États-Unis. On l'a fait arriver en Angleterre et on a commencé à préparer le bateau en novembre l'année dernière. Ouais. C'est un bateau. Alors pour ceux qui savent pas, pardon, parce que on est nombreux à être un Bien peu. Sûr. Voilà, c'est un bateau de type particulier avec un équipage. Hein. C'est une Bien course sûr. en équipe. En équipage et c'est un bateau particulier. Donc déjà dans le format de cette course, il faut participer à 2 bateaux. Donc ça aussi, ça fait partie du format unique. Ah ouais. Il y a un grand, un petit. Hein. Un grand, un petit bateau. Et donc, moi, j'étais sur la classe des petits bateaux, qui s'est retrouvée être la classe où, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait quelque chose de spécial dans les petits bateaux. Déjà, on savait que les petits bateaux, ça allait être le plus compliqué pour le Fastnet, du fait qu'ils soient plus petits, donc les conditions de vie à bord sont compliquées, et puis aussi du fait du choix. On a eu des ingénieurs qui ont décidé quel type de bateau allait être plus adapté pour essayer de gagner, mais on avait une tranche de vent assez particulière pour pouvoir pour que le bateau performe. Et donc on prenait un risque, c'est-à-dire s'il y avait beaucoup de vent, beaucoup de mer, on savait que le bateau allait peut-être pas tenir ou pas pouvoir performer. Pas tenir, ça veut dire tu peux pas le pousser ? Ça veut dire qu'on finit dans un radeau, quoi. Le bateau casse. Ah grave. Ah oui, je pense qu'on n'était pas très loin à un moment. Hein. C'est pas du tout un bateau qui est fait pour la haute mer. Donc c'est un bateau qui peut être très rapide, mais qui a ses limites dans les vagues. D'autres équipes ont choisi des bateaux qui étaient beaucoup plus lourds, beaucoup plus solides, et qui ont parié sur beaucoup de vent sur le Fastnet. Et nous, on a fait le pari inverse, et effectivement, les 3 bateaux qui arrivent à l'arrivée sont les 3 bateaux qui sont du même type.
Mais ce qui est assez incroyable, c'est que les plus grands noms et les plus grands marins se sont retrouvés sur les petits bateaux. Donc, comme si tout le monde savait que les petits bateaux allaient être un petit peu la clé, et ça a été la clé de la victoire, effectivement, pour nous. Et tout s'est joué dans la classe des petits bateaux. Donc, voilà. Pour moi, c'était assez incroyable. Les premiers entraînements en mai, on a eu un premier entraînement en février, puis ensuite en mai. Et je me retrouve sur le ponton et je vois Dean Barker, qui est pour moi une de mes 2 légendes de la voile. Enfin, ça fait cet effet-là, hein. Ah ben moi j'étais comme un enfant, je me pinçais, je le voyais sur le ponton, je dis mais c'est pas possible, puis ça va être impossible surtout de le battre, puis je suis allé lui demander un selfie, enfin je disais voilà, je lui ai dit, en plus je lui ai dit vous êtes... Hello, I'm Pierre, I want a selfie with you. Ouais, absolument. Et mais il a été très très gentil, voilà, je lui ai dit que c'était vraiment un honneur pour moi de régater contre lui. C'est vrai que c'est important ce que tu dis quand tu dis l'importance d'une victoire, elle est aussi fonction des adversaires qu'on a battus, des gens en tout cas, ou des gens à qui on succède, ou c'est ça qui classe, parce qu'en voile, en fait, ce que je me disais, c'est, il n'y a pas de championnat où on puisse dire c'est le top numéro 1, ou on sait pas, quoi. Alors, il y a des championnats, dans certaines classes de bateaux, il y a des championnats où c'est des monotypes, par exemple, où tout le monde a les mêmes bateaux. Ah, ça, j'ai vu que tu as fait, hein. J'ai fait quelques championnats, oui, mais bon, voilà, sur un des bateaux, par exemple, sur le bateau du Yacht Club de Hong Kong, dans ma classe, dans la classe des petits bateaux, le barreur, c'est le champion du monde de match racing. Voilà, c'est quelqu'un, voilà, qui est connu dans le monde de la voile, qui est un barreur exceptionnel, qui barre bien mieux que moi. Et Dean Barker, qui a gagné 2 Coupes d'Amérique à la barre, entre autres, et beaucoup d'autres choses. Voilà, moi, je les voyais sur les lignes de départ. Il fallait juste que je tienne, en fait, proche d'eux, mais les battre, c'était extrêmement compliqué sur les courses courtes. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me disait, quand je préparais ce moment, il me disait, le plus difficile quand on fait ce genre de course, c'est les derniers moments quand on arrive. Parce qu'on est tellement prêt, et on sait qu'on est prêt, et en même temps, ça tient à rien qu'on y arrive ou pas, quoi. Ça tient à rien, il faut imaginer que... Moi, c'est une des choses que la voile m'a vraiment appris, c'est que c'est jamais fini avant la ligne d'arrivée. On a beau être en tête ou être derrière, avant la fin, c'est jamais fini. Parce que il y a eu tellement de fois où je pensais gagner, ou d'autres pensaient gagner, puis... je pense à Boris au Vendée Globe, quoi. Voilà, par exemple, après 80 jours, 5 heures de l'arrivée, il casse le bateau. Il peut se passer tellement de choses qu'en fait, il faut rester concentré, il faut jamais se relâcher. Et le problème des quelques heures avant l'arrivée sur une course offshore comme ça, c'est que vous êtes vraiment réellement épuisé. Et c'est à ce moment-là où il faut vraiment aller chercher au fond de soi pour rester concentré et pour pas faire d'erreur à la fin. Et c'est là où c'est le plus épuisant. Parce que, en regardant des images, parce que là, il y a quelques heures, vous étiez encore avec l'équipe pour récupérer la coupe, la fameuse que tu as enfin touchée, du coup. Ouais. Hein ? Ouais. Et on sent quand même s'il y a une espèce d'adrénaline qui est toujours là, on sent que c'était dur, quoi. Ah, ça a été pour moi, ouais, ça a été extrêmement dur pour tout le monde. J'ai fait des régates plus longues et d'autres marins à bord ont fait des régates plus longues, mais c'est un format, le Fastnet, qui est comme ça intermédiaire. On est sur 3, 4, 5 jours de course en fonction des conditions. Et on n'a pas le temps vraiment de rentrer dans un rythme. On a énormément, les concurrents sont très proches. On n'a jamais eu plus de 1,5 de distance sur le deuxième ou le troisième derrière nous. Explique-moi, ça veut dire que tu les vois ? On les voit tout le temps. Et en fait, ils nous chassent. C'est terrible, ça. Ils nous forcent à manœuvrer. Parce qu'on doit les couvrir. On doit couvrir leur manœuvre pour éviter de prendre un risque. Si jamais ils partent un petit peu de côté, à quelques minutes de nous, et touchent un vent différent, donc on doit couvrir. Et donc le jeu, souvent, et c'est ce qui nous est arrivé à la fin, c'est qu'on va pousser l'adversaire devant nous à multiplier les manœuvres. En espérant que dans une des manœuvres, ils fassent une erreur. Ils peuvent déchirer une voile ou rater une manœuvre, et ensuite on peut passer. Et donc il y a un jeu comme ça d'épuisement à qui dort le moins. Et donc il faut imaginer qu'on fait le départ de la course, qui est très stressant parce qu'il y a énormément de bateaux sur la ligne. Il y avait 380 bateaux au départ. Donc on part à quelques minutes d'intervalle par groupe de bateaux. Mais on se retrouve tous à faire des virements de bord dans le courant, dans le Solent. Et là, si on fait la moindre erreur, la moindre pénalité, il y a des priorités dans les bateaux à laisser. C'est 5% du temps total de la course. Wow. Donc vous savez que vous avez perdu. Et là, les très bons marins comme Dean Barker, par exemple, qui a toute sa carrière a été fait sur... je veux dire, c'est comme un joueur d'échecs.
il vous pousse à l'erreur, il vous pousse à la faute. Moi, il m'a fait des choses que j'avais jamais vues. Il venait me croiser, il faisait semblant de faire un virement de bord pour me laisser penser que je pouvais en fait rester sur mon bord. Et en fait, il revient m'attaquer. Donc, il faut très vite que je réagisse parce que sinon, il va me faire une pénalité. Et là, c'est fini. Et donc, il y a beaucoup de stress. Il faut imaginer qu'on part le matin, on est à peu près à 9h du matin à bord. À midi, c'est le départ. Et on va commencer à rentrer, à se reposer pour la première fois vers 11h du soir. Et ensuite, toutes les 4 heures, on va avoir un petit peu de temps de repos, par petit groupe de 3. Et on est dans un bateau qui est complètement ouvert, avec un tout petit espace à l'intérieur du bateau pour aller s'allonger, comme ça, mouillé. Hein. Le bateau est tout à fait mouillé, il est rempli d'eau, c'est pas du tout fait pour ce genre de course. C'est pas fait pour être habité, quoi. C'est pas fait pour être habité, c'est pas fait pour ce genre de course. Donc c'est un bateau qui prenait un petit peu l'eau, un peu de partout. Et donc vous vous allongez là. Personne n'a enlevé son ciré, ni ses chaussures, ni ses bottes pendant les 4 jours de course. Oh waouh, ça aussi c'est un truc de la voile qui me fascine. Ouais, voilà. Et donc vous avez l'humidité comme ça qui rentre, enfin c'est assez particulier. Ouais. Et il n'y a pas de bastingage, non ? Il n'y a pas de garde-corps en fait. Il y a un petit garde-corps, mais en fait vous avez besoin du poids de tous les marins quand vous êtes au près. Et on a fait pratiquement toute la course jusqu'au Fastnet, jusqu'en Irlande au près. Donc vous devez être assis sur le bord, si vous n'êtes pas en train de barrer ou en train de régler une des voiles. Tout l'équipage est assis sur le bord, donc sur un petit rail comme ça. Et vous tapez dans les vagues comme ça pendant des heures et ça fait mal au-dessous des jambes, quoi. C'est fatigant tout ça. C'est fatigant, le dos, absolument. Voilà. J'ai du mal à imaginer, et c'est ça aussi, hein, certainement dans les compétitions de voile, qui est un peu différent de toutes les autres compétitions, parce qu'on va parler des autres sports, enfin, ou en tout cas de la compétition, mais c'est, en fait, il y a pas de règlement qui était fait pour le sport. C'est plutôt un règlement de conditions. Ce que je veux dire, c'est pas qu'on dise, voilà, il faut faire 10 000 milles en 4 heures. Voilà, on a un bateau, il faut gagner des épreuves, et là, vous faites comme vous voulez, en fait, ou pas ? C'est-à-dire comme on veut, oui, on choisit la direction qu'on veut. Alors, on choisit la direction, on choisit son équipage. Le cast, il appartient au barreur. C'est qui choisit ? Alors, ça dépend un petit peu du format. Ça dépend qui est ou l'armateur ou le skipper du bateau. Souvent, c'est le skipper qui va choisir en fait son équipage. Donc moi, j'ai travaillé avec l'équipe de Richard Mille qui ont un bateau qui fait des championnats et qui ont un super équipage. Et puis, je suis venu ajouter quelques personnes à bord. Je pensais était clé pour cette course. Et ça a bien fonctionné. Parce que j'ai lu quelque part, tu as dit il n'y a pas longtemps, courir en solitaire, moi ça ne m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas parce que j'aime vraiment partager ces moments avec l'équipage, avec les hommes et les femmes qui sont à bord. Je pense que ça me... Je sais pas comment dire, j'en parlais hier soir avec un ami. C'est quelque chose qui parfois me rend même une meilleure personne d'une certaine manière. Je vais chercher, en fait... j'adore voir l'abnégation des marins dans la fatigue qui vont, malgré leur fatigue totale et leur faim, le froid, qui vont toujours essayer de... En tout cas, ceux avec qui j'ai navigué, les différents marins avec qui j'ai navigué, mais je pense que c'est un trait qui est assez commun. C'est qu'en fait, on s'abandonne, on pense plus à soi, on va aider l'autre. Je l'ai vu tellement de fois à bord, où je sais que tout le monde est fatigué. Moi, je lis l'épuisement dans leurs yeux, ça se voit, et sûrement eux dans les miens. Mais j'adore voir ces moments où un équipier va aider l'autre, même s'il est fatigué. Il est aussi fatigué que lui, mais il voit qu'il a un petit problème ou qu'il a un peu faim, ben il va partager sa barre avec lui, ou il va aller chercher quelque chose dans le bateau, alors que c'est vraiment un enfer de descendre à l'intérieur du bateau quand vous tapez au près. C'est vrai. Et c'est les moments que j'apprécie tellement, cette espèce de partage où il y a une générosité comme ça dans l'effort qui est incroyable, et je trouve que c'est des belles choses à voir, et je vois ça qu'en équipage, alors que tout seul, c'est peut-être plus compliqué. Ouais, parce qu'on a toujours l'impression, en tout cas, quand on est extérieur à ce monde, on a toujours l'impression que la voile, c'est une aventure humaine, qu'elle soit solitaire ou en équipe, c'est une aventure humaine. Il y a des gens comme ça qui ont jalonné le parcours de Pierre Casiraghi pour arriver jusqu'à l'Admiral's Cup, parce que... Bien sûr. Moi, j'ai lu que dans le règlement de l'Admiral's Cup, il y avait obligatoirement une femme maintenant dans l'équipe. Ouais. Et à moins de 27 ans. Oui. Et donc, je me suis dit, au-delà des gens qui sont ceux qu'on a envie de prendre, il y a des gens qu'on est obligé de prendre. Alors, c'est pas tout le temps le cas. Moi, je trouve ça bien pour les jeunes, c'est sûr que c'est bien.
Pour les femmes, je trouve ça un peu dommage parce que je pense qu'il y aurait C'est pas drôle, besoin. non? Comme quoi. C'est un peu drôle. Enfin, mais c'est malheureusement peut-être le cas. Écoutez, moi, les deux femmes qu'il y avait dans notre équipe sur le grand et le petit bateau c'est des marins exceptionnels. Elles ont rien à envier à un homme. Ouais. Elles ont leurs qualités. C'est un monde d'hommes ou c'est un monde... C'est un monde d'hommes, c'est sûr. Même si les femmes ont marqué la voile depuis des années. Il y a des exemples quand même. Il y a plein d'exemples. Et ont marqué la voile de manière incroyable, que ce soit en solitaire ou en équipage. Il y a une composante physique. C'est sûr. Ah ouais. Sur certains postes, c'est sûr. C'est un truc auquel j'avais pas pensé jusqu'à ce qu'on en parle là. J'avais pas l'impression que c'était aussi dur quand même. Ah non, mais vous réalisez pas Alors, ça dépend des bateaux, mais il y a des voiles, par exemple, sur les bateaux plus grands, 70 pieds ou 80 pieds, voilà, il y a des sacs de voiles qui pèsent 200 kilos. Donc, 200 kilos. Ah ouais. Quand vous devez la traîner à l'intérieur du bateau ou la monter sur le pont, elle est remplie d'eau. Vous êtes à 4, voilà, sur des très grands bateaux, voilà, c'est des trucs qui sont très lourds. Bon, après, les femmes ont réussi à gagner le Vendée Globe, à faire le Vendée Globe, à être seules, et voilà, donc il n'y a pas de problème. Mais après, même moi, voilà, il y a des postes, par exemple, à la colonne, ceux qui tournent, vous savez, qui moulinent pour rentrer les voiles. Ben moi, sur mon bateau, c'est un Australien, c'est un géant. Il fait 2 mètres, il doit faire 120 kilos. Je peux pas comparer ma force avec la sienne non plus. Et ça c'est pas négociable. Ça veut dire que si on n'a pas cette force-là, c'est une manœuvre qu'on peut pas faire. On fera la manœuvre plus lentement. Ouais. Donc sur des longues distances ou des courses au large très longues ou des voiles en solitaire, les femmes vont peut-être être un peu plus lents sur une manœuvre, mais vont pouvoir compenser avec une tactique ou avec des choix qui vont faire qu'elles peuvent absolument gagner. Là, sur les courses très courtes, après, il y a des femmes qui sont très costauds, il y en a aussi, mais voilà, bon, il y a des postes où, effectivement, le physique, mais même un homme pourrait pas être à ce poste-là. Moi, je pourrais pas faire aussi bien que lui, c'est sûr, je serais pas aussi puissant que lui. Mais voilà, nous, on avait Cole Brauer, qui est la première américaine à faire un tour du monde en course en solitaire. Elle est arrivée 2e. Fou, hein. Et il y avait les hommes contre elle, et elle est arrivée 2e. Et elle doit faire 1 mètre... Quoi, 60 ? Ouais, à peine. Toute petite comme ça ? Oui, elle fait une 40aine de kilos. Mais elle a une énergie de dingue. Elle a des compétences techniques incroyables. Au niveau tout ce qui est... Mais même pas que voile. Elle allait réparer le désalisateur d'eau. Elle s'occupait de tous les systèmes électriques. En même temps, elle réglait les voiles. Elle a des capacités de réparation de bateaux, de carbone. Elle sait laminer le carbone. Elle sait réparer les voiles. Elle sait vraiment tout faire. Et elle se donne à fond. C'est dingue. Et elle saute partout, elle a une énergie, elle se déplace sur le bateau plus vite que moi. Je n'arriverai pas, enfin je la regardais, je lui ai dit des entraînements, j'ai dit parce que moi je vois, le barreur il voit beaucoup de ce qui se passe parce que vous êtes dans une position où vous observez la manœuvre parce que vous devez accompagner en fait le mouvement, la rotation du bateau en fonction de la manœuvre. Et donc il faut vraiment voir que tout est prêt pour pouvoir tourner le bateau et parfois il faut ralentir la rotation du bateau si la manœuvre n'est pas prête. Il y a tellement de points différents à bord, donc vous voyez tous les marins en train de faire leur petit travail. Et donc j'observe, les barreurs, ils observent beaucoup ce qui se passe. Et je lui ai dit plusieurs fois, j'ai dit, tu as une vitesse, elle se déplaçait à une vitesse sur le bateau. Et donc elle n'a rien à envier à un homme. Et voilà, c'est des moments magnifiques de voir tout le monde qui se donne comme ça à fond. Tout à l'heure, je disais, il y a peut-être des hommes de la mer, ou des hommes ou des femmes. Alors là, tu me parlais d'une femme, mais il y a peut-être des hommes aussi qui ont marqué le parcours de Pierre Caliraghi, non ? Oui, bien sûr, je pense que... J'avais lu Giovanni Soldini, bien sûr. Je ne veux pas te souffler de nom, mais il me semble quand même que quand on bat un record avec quelqu'un, c'est un truc, non ? C'est un truc déjà, on a fait le record de cette course, et qui est, je pense, le record aussi de l'Atlantique Sud sur n'importe quel monocoque, qui tient encore aujourd'hui, donc je m'en rappellerai toujours, c'est 10 jours, 11 heures et 52 minutes, je crois. C'est ça. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui c'est le premier skipper, le premier bateau avec lequel je suis allé faire des courses au large. Et j'en ai fait pas mal avec lui et son équipage, avec ses différents bateaux. Et c'est quelqu'un qui m'a marqué par son attitude, qui est très différente de d'autres marins. Il est apprécié par beaucoup, et puis certains marins peut-être apprécient pas son style, mais moi j'ai toujours trouvé ça fantastique. Il est toujours très calme. Il fait tout avec moins, c'est pas important.
voilà, il a une C'est attitude. tout avec moins, c'est drôle ça. Ouais, il a peut-être toujours on voyait toujours un peu moins de budget qu'un autre bateau, etc. Ouais. Mais ça le préoccupait jamais. Et il avait toujours cette manière de me dire la course est longue. J'allais le voir, je dis quand même là, au départ, on n'a pas été bon. Ou il me disait Pierre, la fin, c'est à la fin qu'on fait les comptes. Et, en italien peut-être. Oui, mais il parle très bien français. Ah donc ouais, on parle français, on parle italien entre nous. Il parle aussi espagnol. Et son bateau, c'est un vrai mélange. Il y a des Italiens, des Espagnols, des Anglais. Il y a un peu de tout à bord. c'est ça. Alors ça, c'était ma question, Pierre. Ouais. Tu leur parles en quelle langue à ton équipage? Parce que quand tu donnes des instructions, tu dis quoi? Tu dis en anglais, en français? Parce que ton Australien, tu lui parles en anglais. Là, c'est en anglais. Là sur l'Admiral's Cup, on parlait en anglais. J'avais 2 Italiens à bord. Et c'était agréable pour moi de temps en temps de faire une petite pause et d'aller parler. Parce qu'ils sont, voilà, tout le monde est un petit peu différent. Parce que tu parlais du stress tout à l'heure et de l'acuité, enfin en tout cas de certaines concentrations. Quand on doit donner des instructions qui ne sont pas dans sa langue, alors, l'anglais, c'est un peu ma langue aussi. Hein. C'est ma deuxième ou troisième langue. Moi, j'ai 3 langues, l'italien, l'anglais et le français. Et j'ai du mal à les mettre l'une avant l'autre. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Bon, c'est sûr que j'ai fait ma scolarité en français, mais pour moi, l'anglais est tout à fait naturel. Donc, ça me dérange pas du tout. Et l'italien aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Là, les discussions étaient faites en anglais. J'avais un bateau à majorité anglo-saxonne. Mais c'est vrai que des petites pauses, de temps en temps, je faisais des petites pauses dans notre petit coin avec nos Italiens. Les 2 Italiens se retrouvaient souvent assis à côté sur le bateau. Et ça me faisait assez plaisir. Ouais. Étonnant. Et ça me faisait assez plaisir d'aller m'asseoir avec eux. Et je les connais surtout les deux depuis pratiquement 17 ans maintenant. Ces 2 marins, j'ai navigué la première fois avec eux il y a 17 ans à Miami sur un championnat du monde. Et puis j'ai plus navigué avec eux pendant longtemps. Et je les ai retrouvés à Admiral's Cup, ce qui m'a fait très plaisir. Et c'est ces 2 marins exceptionnels. Et dont un qui est un type gigantesque, qui est vraiment très grand. Un Italien gigantesque. Ah, il est très très grand, bon, très remarque, costaud. Moi qui aime le basket, j'en connais des Italiens gigantesques. Mais... Ouais, un grand type bien lourd, qui est très fort, qui est un très bon marin. et donc ça, c'était un plaisir. Donc il y avait des petits moments où on était juste en italien, on était dans notre coin comme ça à rigoler pour effectivement décompresser un peu quelques minutes avant de se remettre dans la compétition. Voilà. L'aventure humaine, on en parlait à l'instant. Ça crée des liens Parce que là, tu parles de gens que tu n'as pas vus pendant presque 20 ans et puis que tu retrouves. Il y a un monde sur la mer. On dit toujours, ceux qui font la mer, ils s'oublient pas, ils se reconnaissent. On s'oublie jamais. Et parce qu'on vit des choses qui sont difficiles à décrire. On en parlait. Voilà, c'est parfait. Donc, Nicolo Robello, qui est de Gênes, le grand Italien, là. À un moment, c'était dur. J'étais dans le dur, et lui aussi, et tout le monde. Et puis on est à l'arrière du bateau, je tourne, je lâchais la barre. On peut pas barrer constamment, c'est pas possible. Donc on tournait à tous les postes. Et je viens m'asseoir sur le rail, faire une pause. Et là, c'est vraiment dur. Et je lui dis, c'est vraiment impossible d'expliquer là ce qu'on est en train de vivre, la fatigue, le fait qu'on soit tellement motivé à rester réveillé, à continuer à pousser. Et il m'a regardé, il m'a dit, tu sais quoi, n'essaye même pas, c'est impossible. Et il a dit, voilà, il m'a regardé, il m'a dit, c'est impossible de leur expliquer quand on rentre à la maison. Et c'est ça. Ce qu'on vit. Voilà. C'est ça, parce que là, je disais, les gars comme Boris, on parlait tout à l'heure de lui, qui passe 80 jours seul sur un bateau. Le moment... Alors, on voit tous qu'on aime ce sport ou pas, on voit les arrivées, on voit des hommes et des femmes exténués, qui ont changé d'apparence physique, parce que les cheveux ont poussé, les barbes ont poussé. Ils sont devenus gris souvent. Oui, c'est vrai. Et on se dit, moi j'essaye toujours de me dire comment ça va être leurs 3-4 premiers jours quand ils rentrent à terre. Parce que qu'on fasse une course longue ou pas longue, il y a quand même un choc. On change de monde en 1 minute, quoi. Il y a un choc, et le choc dure plus que 3-4 jours, surtout pour un Vendée Globe. Ça peut durer plusieurs mois. Non seulement pour se réhabituer au rapport avec l'autre, et puis aussi la fatigue qui est profonde. Ouais. On dit souvent que dans la voile, on met le même nombre de jours à s'en remettre qu'on a été en mer. Donc, ça fait 80-80, quoi. Voilà. Donc ça, pour vraiment s'en remettre physiquement. Et puis là, encore une fois, Boris, quand il revient, ou n'importe quel marin qui a fait le Vendée Globe, personne ne peut comprendre ce qu'il a vécu. À part quelqu'un qui a fait le Vendée Globe. Donc, c'est que entre eux qui peuvent échanger.
Ça ressemble un petit peu à ce qui se passe avec les militaires qui reviennent d'opération. Vous savez, ils rentrent dans leur famille. Vous avez beau... la famille a beau... Enfin, moi, j'ai lu des choses sur ça. Et la famille a beau être présente, a beau être là, essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Alors, évidemment, c'est une dimension différente parce que ils jouent leur vie aussi. Je ne veux pas comparer. Mais il y a quelque chose de similaire où cette espèce de fatigue profonde, ces moments de doute comme ça, c'est très difficile à exprimer. Et toute proportion gardée, évidemment, je ne veux pas me comparer avec des marins qui ont fait le Vendée Globe, mais on vit des moments comme ça qui sont compliqués et il faut aller chercher très au profond de soi pour rester réveillé, pour continuer à se battre et pas juste se dire, bon, maintenant je suis fatigué, ça va bien 2 minutes, l'Admiral's Cup, mais j'ai envie d'aller me reposer et de faire une sieste pendant 2 heures. Et ben non, on reste sur le pont parce qu'il y a les autres. On le fait aussi pour les autres marins qui sont avec nous sur le bateau. Et ils le font aussi pour nous. Et donc, il y a cette espèce de communion comme ça. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une communion. En plus, je crois que dans l'Admiral's Cup, il y a un aspect supplémentaire, c'est que le bateau représente le pays. Oui. Donc, alors j'ai lu une déclaration comme ça, c'était le Yacht Club de Monaco, c'est une force majeure. Et l'Admiral's Cup, c'est une occasion unique de mettre en avant notre expertise, en fait. Et je me suis dit, c'est Monaco qui a gagné un peu là. Ah ben c'est complètement Monaco qui a gagné. Je pense qu'aujourd'hui, pendant les prochaines semaines, en tout cas dans le monde de la voile, Monaco va être au centre du monde. Là, ça a positionné Monaco sur la carte du yachting mondial. Ah ben c'est sûr. Ah ben il y a aucun doute. Il y a pas un marin. Moi j'ai reçu littéralement des centaines de messages. Alors évidemment des amis, mais aussi de marins de partout, des marins que j'ai croisés il y a des années que j'ai plus vus depuis longtemps. Des grands noms, je veux dire, j'ai reçu un message de Jean-Pierre Dick, Chabot, de plein de gens. Jimmy Spithill m'a appelé. Enfin, voilà. C'est un peu un tourbillon quand même aussi. C'est un peu un tourbillon et ça veut dire beaucoup. Aujourd'hui, Monaco et le Yacht Club est au centre de la voile. Tout le monde, tous les marins ont suivi l'Admiral's Cup parce que c'est une coupe mythique et tout le monde sait aujourd'hui que Monaco a gagné. Et moi, ça a été une force pour moi parce que je suis toujours fier quand je vois qu'un Monégasque brille dans un sport ou même pas dans un sport. Et je suis toujours fier, voilà. C'est un peu ce sentiment de... Vous savez, c'est comme en famille, si vous avez un membre de votre famille qui fait quelque chose d'exceptionnel, vous êtes heureux et vous êtes fier d'appartenir à la famille, voilà, un de vos membres de votre famille. Ben moi, c'est un peu pareil avec quand un Monégasque fait quelque chose de bien et place Monaco comme ça... c'est la carte, au centre de l'attention et donc ça m'a aidé, ça m'a poussé vraiment beaucoup. J'avais envie de rendre le pays fier, les Monégasques fiers, de pouvoir dire voilà, il y a un d'entre nous, on n'est pas beaucoup, il y en a un d'entre nous qui a réussi à se retrouver là et à faire un bon résultat et ça fait parler de notre pays d'une belle manière avec des belles valeurs de sport et donc ça m'a aidé. J'ai aussi pensé à ça. Voilà. Quand Pierre Casiraghi démarre la première fois, il se dit je vais faire une course. Est-ce qu'on a un objectif? J'ai envie de gagner. Ah bah non. Alors ça, j'ai même pas besoin qu'on fasse cet entretien pour imaginer que le point c'est gagner. Mais est-ce que dans ce qu'on veut gagner, est-ce qu'il y a des choses qu'on veut atteindre? Est-ce que tu t'es dit, je sais pas, la première fois, c'est les régates à 4 avec Twiga, etc. Tu t'es dit bon, moi un jour, je veux gagner ça. Alors, pas cette régate-là, mais... Alors, jamais j'aurais pensé pouvoir gagner l'Admiral's Cup. Déjà, y participer, pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un truc de pro, quand même. Ouais, c'est pas... Moi, j'étais le seul barreur non professionnel. Donc déjà, voilà, c'est simple. Pratiquement sur le top... Mais comment c'est possible, ça, Pierre, qu'un barreur non professionnel arrive à gagner parce que je ne suis pas seul à bord. Je ne suis pas seul. J'avais un équipage de pro exceptionnel. Et puis, dans les régates inshore... Ça suffit pas, tu le sais. Ça suffit pas. Il faut quand même... Ouais, mais dans les régates inshore, les régates courtes, où le barreur a quand même un poids très important dans le résultat, j'ai pas non plus brillé tous les jours. J'ai tenu, mais quand il y a Dean Michael Barker Jordan sur la aussi, ligne... il a perdu 890 matchs dans sa carrière, voilà. C'est pas... Ouais, mais bon, j'ai tenu. Mais j'avais Dean Barker qui arrivait sur la ligne à la seconde. Barker, ça a été dur, là, j'ai non, l'impression. Mais il m'a marqué. J'ai beaucoup de respect pour lui. On dit que les marins, c'est des caractères, c'est vrai ou pas? Ah oui. Il y a plein de caractères différents dans les marins. C'est sûr qu'il faut avoir... C'est souvent des personnages. Ouais. C'est une personnalité? C'est une personnalité, c'est souvent des personnalités. Les marins qui marquent un petit peu leur sport, c'est souvent des gens qui ont un caractère, c'est sûr. Est-ce que
la voile, ça a été le sport numéro 1 tout de suite? Je pense que oui. J'aime évidemment faire beaucoup de sports différents. Je suis passionné de sport, mais c'est un truc familial, ça. Hein, oui, voilà, c'est comme ça. De tous les côtés, j'ai l'impression. De tous les côtés, la compétition, le sport. C'est un peu une obsession, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que la voile, je sais pas, ça a été d'un coup. J'ai commencé assez tard les compétitions, et effectivement, très rapidement, j'ai vu que j'étais à l'aise. Donc voilà, donc déjà ça a aidé beaucoup. T'as le pied marin? Voilà, j'ai pas vraiment particulièrement ni le mal de mer, j'ai un bon équilibre, j'ai l'impression, donc je me déplace bien sur le bateau. J'aime beaucoup conduire, que ce soit les voitures, les motos, les trucs, donc je conduisais assez bien aussi le bateau. C'est pas tout à fait les mêmes repères quand même. Ça, je pense que quand même il y a quelque chose. Je pense qu'un bon pilote de voiture, il pourrait être un très bon barreur de bateau. Je pense, oui. Non, oui, parce que c'est vice versa, on dit. La barre, elle est précise. Voilà, c'est comme conduire. C'est un peu comme conduire. Donc, et puis voilà, je me suis senti à l'aise. Et puis quand j'ai eu la chance de pouvoir gagner quelques petites régates, quelques petites choses, et je me dis, je m'amuse, je prends du plaisir, et en plus je gagne. J'ai dit, ça, c'est un sport pour moi, c'est parfait. et puis voilà. Et puis petit à petit, j'ai aimé l'aventure, la course au large, ça a été une découverte. C'est un peu un camping absurde sur un bateau où on dort comme ça de temps en temps au bout de sac de couchage. C'est vrai qu'on mange des trucs bizarres. On mange des trucs bizarres, ouais. On mange beaucoup de lyophilisés. Et au bout d'un moment, ça fait un peu du mal à l'estomac. Enfin, c'est un peu étrange. Et puis, on mange un peu les cochonneries, j'ai l'impression. On arrive à s'adapter à ça, parce que moi, j'ai lu quelque part que manger, c'était important et que... Il faut se forcer parfois. Il faut se forcer. Parfois, on n'a plus faim. Ça tape. Aller préparer de la nourriture dans le bateau, quand ça tape comme ça, c'est très compliqué, parce que tout bouge. Et puis, c'est très difficile à expliquer. Il y a énormément de bruit à l'intérieur du bateau. Et il faut faire chauffer de l'eau, il faut ouvrir le truc. Et c'est très désagréable, on a l'impression de dépenser de l'énergie en plus. Et puis parfois, on n'a pas vraiment faim. Pour un truc qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir en plus. Pas vraiment envie de l'avoir. Je dois dire que sur le bateau, les longues courses avec Giovanni, on mangeait quand même assez bien. Il faisait des pâtes, c'était très à l'italienne. Il y avait des sauces. Mais je me disais quand même. Mais là, sur le Fastnet, par exemple... C'est pour ça, un peu italien quand même. Hein. Ouais, sur ça, oui. Après, là, sur le Fastnet, on mange vraiment du lyophilisé. On a très peu mangé, parce qu'on n'avait pas le temps. Et on avait besoin de tout le monde sur le pont. Ouais. Et donc on a mangé parfois deux sachets de lyophilisé en 24 heures. Voilà, c'est pas beaucoup. On n'a même pas des bars, on mange des bars, ouais. C'est un peu des cochonneries. Moi, je suis pas fan, mais bon, je les mange quand même. J'avais amené de la viande séchée. Moi, j'en avais beaucoup dans mes poches. Viande séchée? Ouais, une espèce de gros morceau de viande séchée. Je grignote ça pendant que je fais quelque chose, ouais. Ouais, tout de suite... On a l'impression d'y être, hein. Entre la viande séchée, l'eau qui chauffe, tout ça, on se dit... Pff. Alors, tu parlais du bruit. Moi, c'est un truc qui m'a toujours beaucoup impressionné. Parce que ce bruit, il s'arrête jamais. Est-ce que ça perturbe pas un peu Tu parlais de réflexion, de concentration. Ça peut rendre fou. C'est un bruit permanent sur le bateau. Quand vous allez à l'intérieur pour vous reposer, là, dans ce cas-là, l'espace intérieur était très petit. Et donc, on avait 4 bannettes. Donc, 4 petites espèces de lits à l'intérieur pour pouvoir essayer de dormir. C'est comme des hamacs ou quoi? Non. C'est un peu comme un hamac, mais avec une structure en métal autour. Donc c'est un hamac au milieu, mais c'est comme un petit lit de camp comme ça qui est accroché au bord du bateau. Et les 2 premiers étaient accessibles relativement facilement. Ouais. Les 2 du fond, dont celui qui était en haut, nous, il a très vite eu un surnom sur le bateau. Dès le premier jour, on l'a appelé le cercueil. Sympathique. Donc tout d'un coup, on a réalisé qu'en fait déjà accéder au cercueil, c'était compliqué. Parce qu'il y avait des voiles, donc il faut imaginer qu'il fallait y aller à plat ventre. Au fond du bateau, vous avez peut-être 10 ou 15 cm au-dessus de votre tête. Oh. Vous enlevez votre gilet de sauvetage, vous le tenez devant vous dans vos mains comme ça, et vous arrivez au fond. Et donc on tournait à tour de rôle, personne n'avait envie de dormir dans ce qu'on appelait le cercueil, et là, vous rentrez dans cette espèce de bannette, vous la soulevez comme ça, et je devais avoir mes pieds toucher le plafond au bout, et je devais avoir peut-être 10 cm sur mon nez, et avec le winch au-dessus, qui fait un bruit de dingue. C'était tellement fort que j'avais les dents qui vibraient comme ça. Donc là, c'est vraiment impossible de dormir, même avec les boules qui est. Et là, vous faites une petite pause de 1h30, 2 heures maximum. Et donc, on tournait à tour de rôle qui allait dans la bannette qu'on a appelée le cercueil. On l'a appelé aussi le cercueil, parce que si jamais il y avait un problème dans le bateau, qu'il fallait évacuer le bateau, celui qui était dans le cercueil, il aurait eu beaucoup de mal à en sortir, à mon avis. Mais ça... Il y a aussi, parce que quand on est sur un bateau, on se dit toujours, il y a de l'immensité, il y a de l'espace. Et là, ce que je suis en train d'entendre, c'est qu'il y a des moments où on est super confiné, en fait. Super confiné. Ah là, il ne faut pas être claustrophobe. Là, sur un bateau, ce bateau, il n'est pas fait pour ça.
c'est pas les bateaux qui ont été dessinés pour que les gens dorment à bord. Ouais, c'est ça. Donc là, on est extrêmement confinés. Et en plus, il y a les voiles qui bloquent un petit peu l'accès. Vous avez vraiment... j'ai jamais vu ça. Je pense que personne à bord avait déjà vécu ça. Et j'ai parlé à le propriétaire du bateau néo-zélandais qui était à bord, lui, de son bateau et qui avait une équipe de professionnels. Et il m'a dit que dès le jour où il est arrivé, il a dit qu'il a demandé à son capitaine de bateau d'enlever tout ce qu'il pouvait faire, qu'il pouvait dormir à bord. C'est le dessalisateur, il a dit plus jamais je monterai à bord d'un 40 pieds comme ça pour faire une course au large. Donc il faut imaginer que c'était assez dur. Les conditions sont difficiles. J'imagine que les conditions de mer aussi, ça peut être éprouvant s'il y a une mer difficile. Est-ce qu'il y a eu comme ça un souvenir d'un moment où tu t'es dit c'était vraiment dur? Ouais. Pas seulement sur l'Amiral, peut-être, mais sur une autre course. Alors, j'ai eu des moments, oui, bien sûr. Sur l'Amiral, il y a eu un moment qui était quand même assez dur la nuit avant le Fastnet où on a eu une mer quand même qui était formée. On avait des rafales autour de 15-20 nœuds. Ouais. Et pour ce type de bateau, c'est beaucoup avec une mer formée parce qu'en fait le bateau, voilà, il peut casser en fait avec quand il tape dans la mer comme ça. Et là, il y avait quand même une fatigue importante et c'est vrai que là, c'était quand même très compliqué et c'était impossible de dormir parce qu'on glissait à chaque fois que le bateau tapait comme ça, on glissait tous dans la banette, quoi. Donc ça vous projetait vers l'avant. Donc en fait, on s'allonge, c'est bien, mais là, on peut pas dormir. Donc là, c'était un petit peu tendu et s'il y aurait eu un petit peu plus de mer, un petit peu plus de vent, je pense qu'on aurait été quand même en très grande difficulté pour maintenir l'intégrité du bateau. Et après, une autre fois, j'ai un souvenir qui est un souvenir assez triste, mais pendant la Cape Turio avec Giovanni. Giovanni on avait tous vu qu'il y avait un gros système météo qui s'était décroché de l'Antarctique et qui remontait vers l'Afrique du Sud avec des vents très forts. Et vraiment une mer très formée qui était prévue. Et donc Giovanni était allé voir le comité de course et avait demandé de décaler le départ, ce qui peut se faire en course. Et puis les Sud-Africains avaient été non-réceptives et avaient dit écoutez, si vous voulez pas prendre le départ, ne le prenez pas. But then you withdraw. Voilà. Bon, évidemment, on a pris le départ. On avait sûrement un des meilleurs bateaux pour cette course. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de bateaux qui ont eu des problèmes. Et je me rappelle les entendre à la radio, ça c'est jamais agréable. Des bateaux qui ont été en détresse, dont certains qui ont coulé, et malheureusement il y a un marin qui est resté coincé dans un des bateaux qui a coulé. Et donc ça c'est très difficile quand vous êtes à bord, et évidemment nous on pouvait pas les aider parce qu'on était nous aussi dans cette situation, et on devait préserver notre bateau, et évidemment dans ces conditions-là vous avancez avec le vent et les vagues, vous pouvez pas vraiment vous diriger, quoi. Vous êtes un petit peu obligé d'aller là où le vent vous mène. Voilà. Et là, effectivement, il y a eu un moment où j'étais dans ma banette, j'allais monter pour mon quart, on vous réveille à peu près 20 minutes avant, le temps que vous vous préparez. Et juste avant qu'on vienne me réveiller, il y a un sac de voile il y a une sangle qui a cassé sur le pont du bateau, et un des sacs de voile qui s'est soulevé comme ça, et qui est retombé comme un chandelier qu'on utilise pour tenir les voiles. Et ce chandelier a traversé le pont du bateau et s'est retrouvé, en fait, sur moi, en fait, il m'a raté juste le torse de quelques centimètres, comme ça, qui a comme un gros bout de métal en fait, qui a traversé le bateau. Donc il s'est retrouvé à quelques centimètres de moi. Donc là, je me réveille avec ce truc, un gros bruit. Ça, c'est du réveil, hein. Ouais. Voilà, ça c'est pas très agréable. Et je vois cette espèce d'énorme bout de métal qui est juste à côté de moi, qui vient d'être enfoncé à l'intérieur du bateau. Donc je l'enlève. Et puis là, il y a l'eau qui commence à rentrer comme ça. Donc je me dis, oh mince, ça a mouillé toutes mes affaires. C'est évidemment le premier truc que je pense. Je dis, je vais jamais arriver à me ressécher après ça. Mon sac de couchage est trempé. Je dis, et voilà, je vais encore dormir mouillé. Ça va voilà, être terrible, exactement. Et là, pas de panique à bord, etc. Donc il faut annoncer. Donc il y a un hole in the boat. Donc on dit, il y a un trou dans le bateau. Donc on annonce bien. C'est une procédure. On annonce à tout le monde. Il faut le dire assez fort pour que tout le monde soit au courant. Et puis après, la procédure va se mettre en place pour boucher le trou. Donc ça, c'est pas mon boulot. Moi, à ce moment-là, il faut que je monte sur le pont. Et c'est mon quart qui commence. Et là, je me rappelle, j'entendais vraiment un bruit, les vagues, je sentais vraiment le bateau qui était dans... Et puis j'entendais des hurlements au-dessus, parce qu'il y avait tellement de vent, donc on était obligé de hurler pour pouvoir s'entendre. Et quand vous êtes en dessous et vous comprenez pas ce qu'ils disent, il y a quand même une certaine appréhension. Et là, je m'équipe, et pour arriver à m'équiper, je devais m'allonger par terre, tellement ça tapait.
J'avais 5 secondes pour mettre une manche, puis après, boum, ça tapait. 5 secondes, je mettais l'autre manche. Voilà. Je mets toute ma combinaison de survie. À ce moment-là, on est dans des conditions telles qu'on est tous en combinaison de survie, si jamais on doit abandonner le bateau. Et je mets mon gilet. Et là, juste avant de monter, il y a un marin danois qui lui est hors quart, mais à ce moment-là, il est en train de pomper l'eau, qui est en train de se rentrer dans le bateau avec le trou qui est au-dessus de ma valette. Et là, il me touche sur l'épaule, il m'attrape avant que je monte, je sorte de l'échelle, et il me dit, je sais pas ce qu'il y a dehors. I don't know what's out there. Et il me dit, prends soin de toi, assis-toi et attends avant de faire quoi que ce soit, observe. Oh, wow. Et donc, d'une certaine manière, voilà, tout le monde se préserve comme ça. Et donc, il va me donner ce petit conseil, qui est un peu glaçant quand même, parce que quand on vous dit, je sais pas ce qu'il y a dehors. Et effectivement, et là, je passe la tête, et là, je vois la taille des vagues à l'arrière du bateau. Et là, j'ai jamais vu ça, évidemment, de ma vie. Je pense que, évidemment, Giovanni avait vécu des moments comme ça. Il était très calme. Et je vois des immeubles, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est des immeubles. C'est 12-15 mètres de vagues qui sont assez longues, comme ça. Ouais. Et vous les voyez arriver. Elles cassent parfois un petit peu en haut. Et il y avait à peu près 60 nœuds de vent. Donc, en fait, tout siffle, quoi. Vous entendez rien. Et là, je m'assois, je m'accroche comme ça à l'arrière du bateau. Je m'assois et puis effectivement, j'ai fait comme le Danois a dit, j'ai bien attendu avant de me déplacer et aider les autres, de comprendre la situation. Et quand on voit ces vagues arriver, vous avez l'impression qu'en fait, vous allez vous faire écraser par la vague. Mais heureusement, le bateau, ça flotte. Donc, en fait, vous montez avec la vague. Mais heureusement, le bateau, ça flotte, j'adore. Ouais. Mais ça, c'est des moments qui sont quand même... Mon instructeur d'avion, un jour, il m'a dit, tu sais, un avion, c'est fait pour voler. Donc, Voilà. Et donc ça, c'est un moment où c'est peut-être la première fois que je le raconte, mais... c'est quelque chose qui est assez marquant. Et puis à la fin, ça s'est quand même bien passé pour nous. Et puis voilà. La question que j'ai envie de poser, évidemment, c'est on a peur ? Pour moi, j'ai toujours pensé qu'un homme qui n'a pas peur, c'est un homme qui est mort. Donc oui, il faut avoir peur pour survivre. Parce qu'une peur positive vous aide à prendre de bonnes décisions, à faire attention. Après, la peur tétanisante, non, ça m'est jamais arrivé. Je pense que ça peut arriver, mais c'est rarement le trait des marins, je pense. Voilà. Donc, c'est sûr qu'il doit y avoir une peur constructive, si je peux appeler ça comme ça. Absolument. Parce que sinon, on ne se met pas dans des immeubles qui vont nous tomber dessus toutes les 5 secondes. Quoi. C'est absolument, c'est une peur constructive. C'est-à-dire qu'on évalue le risque, on sait, voilà, on a peur qu'il se passe quelque chose, et donc on fait bien attention et on réfléchit à ce qu'on fait. Et donc c'est une peur qui est, voilà, l'inconscient peut avoir de la chance quelquefois, mais sur le long terme, l'inconscient il tient pas. Voilà. C'est vrai ça. C'est des discussions, par exemple, là vous avez formé avec Boris le team Maletia. Mm-hmm. Alors Boris c'est le skipper du bateau, oui, mais il y a toute une équipe qui travaille autour. Et quand on est le driver, je dis le driver exprès, le manager, le leader du team. Qu'est-ce qu'on leur dit tout le temps pour les motiver, pour les engager ? Je pense moi, ce que j'ai souvent dit et essayé de transmettre aux équipiers, que ça soit le short team qui travaille à terre ou les différents marins qu'il y a dans l'équipe, voilà, c'est qu'il faut pas qu'ils oublient pourquoi ils sont là, il faut qu'ils se prennent du plaisir. C'est pas juste aller à la mine tous les matins, et que si on prend du plaisir dans son travail, on le fait mieux. Et donc, il faut aussi avoir des moments de détente. Donc on a toujours essayé avec Boris, je pense, et ça vient aussi de Giovanni, qui soudait toujours très bien son équipage, en prenant au moment voulu, en faisant une pause, on boit une bière ensemble, tous ensemble, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus le skipper, voilà, tout le monde est au même niveau, et on prend du plaisir, on partage des choses ensemble, et on crée une relation humaine. Je pense qu'il y a les skippers qui arrivent à faire ça, ils ont plus de grandes chances de faire des résultats parce qu'il y a une équipe qui est vraiment soudée. Donc il faut créer ce rapport aussi, et pas juste ce rapport hiérarchique de travail où le skipper dit voilà, toi t'es juste le short team ou toi. C'est du management, ça. C'est du management. Oui, c'est sûr. C'est qu'il faut motiver les équipes, il faut qu'elles soient heureuses d'aller au travail, il faut qu'elles vous respectent aussi quand c'est difficile, on le fait aussi pour l'autre. Donc c'est ça aussi la question, parce que tout à l'heure j'ai entendu un truc. Moi, je ne suis pas un professionnel, je suis un amateur. Et quand on n'est pas professionnel, est-ce que, pour se faire respecter des équipages qui, eux, le sont, est-ce que c'est un défi, ou est-ce que ça... C'est quoi le truc qui déclenche ? C'est sûr. C'est sûr. Il y a un vrai... Il y a deux mondes.
Il y a le monde amateur et le monde professionnel dans la mer. Ouais, je me suis laissé dire qu'il y avait une grosse différence. Il est réel, il existe vraiment. Moi, j'ai toujours essayé de rester conscient et humble sur mes capacités. Je pense que voilà, quand on connaît c'est de connaître ses capacités et pas prétendre qu'on en a plus. Donc, je pense que ça a toujours été apprécié avec les différentes personnes avec qui j'ai navigué. Et puis, moi, je suis volontaire. Je pense que sur les bateaux, je l'ai toujours montré. Je suis volontaire à faire n'importe quelle tâche, comme tout le monde. Et ça, je pense que ça m'aide à bien m'intégrer dans les groupes avec les professionnels. Après, la vraie différence pour un barreur, c'est qu'un professionnel, il fait ça beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Il y a des barreurs professionnels qui vont passer 200 jours par l'année en mer, à barrer les bateaux. Je ne peux pas rivaliser avec ça. Donc, je ne passe pas 200 jours ou même 100 jours en mer. Voilà, il y a eu une époque, en 2014, où j'ai fait peut-être 120 départs de course dans l'année, donc c'était pas mal. Et je pense que je barrais peut-être mieux à l'époque que maintenant, mais voilà, il y a effectivement une vraie différence, et c'est le temps, l'entraînement qui fait cette différence. Est-ce qu'il y a une qualité en particulier qu'il faut avoir ? Est-ce qu'il y a un truc que vous partagez tous ? Oui, je pense qu'il faut être... peut-être je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut être généreux dans l'effort. Il faut vraiment... C'est des personnes qui donnent d'eux-mêmes naturellement, comme ça, qui malgré la fatigue, un marin va jamais s'arrêter, quoi. Un bon marin va toujours, même s'il est fatigué, va toujours donner de soi. Et c'est ça qui fait la différence quand vous gagnez ou vous arrivez premier ou deuxième ou troisième, c'est que tout le monde a donné. Et ça, c'est une qualité que, surtout pour la voile offshore, où il faut être généreux comme ça et toujours donner de soi malgré le froid, la faim, la fatigue. Et vous voyez, les bons marins, ils sont tout le temps, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Ils n'ont pas lâché, quoi. Ils ne lâchent rien. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un trait de caractère de Pierre Casiraghi. Je lâcherai jamais rien. Je lâche pas. Je lâche jamais. Je lâche jamais. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Il y a plein de choses qu'on pourrait encore discuter, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Parce que quand on a gagné une compétition pareille, qu'est-ce qu'on peut avoir envie de faire ? Là, c'est difficile, ouais. Je serai toujours motivé parce que n'importe quelle course, voilà, quand vous aimez la compétition, ça peut être un petit bateau, un bateau classique, voilà, dès qu'il y a les 5 minutes de la procédure de départ où je suis devant la ligne, mais j'ai envie voilà, j'ai faim de la compétition. Donc ça, je pense que j'aurai toujours ça en moi. Mais c'est vrai que dans la voile, voilà, ça va être impossible ou très difficile de trouver, de revivre un moment comme ça. Voilà. C'est assez unique. Il faut tellement de paramètres pour arriver à gagner cette régate que ce serait difficilement faisable une deuxième fois. Peut-être. Alors, déjà, oui, ça peut être faisable une deuxième fois. Parce que moi, j'ai lu quelque part, il y a Federer un jour qui disait j'en ai gagné 19, mais moi, j'ai envie d'en gagner 20. Et pourtant, c'est toujours une nouvelle victoire, en fait. Non, mais c'est sûr. Mais écoutez, moi, déjà, j'ai pas vraiment envie de me retrouver au large dans un 42 pieds de ce type-là, une deuxième fois. Hein, il y a quand même des trucs qui vont rester marqués. Hein. Ouais. Non, mais je pense qu'on a eu des bonnes conditions sur le Fastnet pour ce type de bateau, qui sont pas faits, encore une fois, pour faire ça. Si on aurait eu un Fastnet très tendu, avec vraiment des rafales à 35-40 nœuds, avec vraiment une houle très formée, on finissait pas la course. Et personnellement, je n'aime pas ne pas finir la course. Voilà. Donc... Ok. Eh ben alors, une autre, on espère en tout cas. Oui, sûrement. Je referai sûrement des petites courses et puis on verra. Là, aujourd'hui, j'ai envie juste de me reposer. Ouais, il faut peut-être laisser passer du temps. Exactement. Merci Pierre d'avoir trouvé un moment pour nous. Merci beaucoup. C'est un plaisir.